Mesdames, Messieurs, bonsoir. En tant que présidente de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, je suis ravie de vous accueillir ici ce soir et surtout d'accueillir dans cet auditorium Thomas Saraceno et Peter Sloterdijk pour cette rencontre au sommet, presque pourrait-on dire, en parallèle de l'exposition Aérodream, architecture, design et sculpture gonflable qui est présentée chez nous en ce moment. Alors, cette exposition a été conçue par le Centre Georges Pompidou-Metz et en particulier par ses deux commissaires, Frédéric Miguerou et Valentina Moimas, et adaptée à la Cité avec Stéphanie Quentin. C'est une exposition assez spectaculaire qui restitue une espèce d'efflorescence du phénomène culturel autour de la structure gonflable dans les années 60 et 70, à un moment où les architectes, des ingénieurs, des designers, des créateurs de divers horizons se sont mis à explorer frénétiquement cette nouvelle manière de créer et à utiliser ce matériau non seulement comme matériau, mais aussi comme médium, finalement, comme originaire de nouvelles formes. Pour un mode de vie nouveau et pour aussi une approche de la construction radicalement nouvelle, radicalement en opposition avec les modes de construction antérieurs. Mais ça n'est pas seulement les années 60 et 70 qui ont exploré cette voie. Elle s'est renouvelée aussi plus récemment. C'est pourquoi la version qui est présentée à la Cité en ce moment donne un prolongement contemporain à cette recherche presque patrimoniale maintenant. Cette recherche, elle est paradoxale. Elle est à la fois finalement précurseur de certaines préoccupations écologiques. On construit sans toucher à la terre, à la ressource terre, et en même temps, elle exploite à l'époque des ressources pétrolifères, et elle est donc cassée par la crise pétrolière. Mais en même temps, elle a suscité un nouvel intérêt dans des générations plus récentes. Je remercie donc particulièrement Thomas Saraceno, qui a accepté d'enrichir le parcours de cette exposition de deux œuvres qui sont présentées. Les membranes de l'installation réalisée à Milan en 2012 et une œuvre plus récente, Fly with Iversen Pasha, dont il sera question tout à l'heure, je crois. Et merci particulièrement aussi à Peter Sloterdijk, en philosophe, qui a marqué la réflexion avec sa célèbre trilogie Sphère, entre 1998 et 2004, Bulle, Globe et écume, explorant ces mondes circulaires que nous habitons et donnant matière à penser pour les architectes et pour le développement de toute pensée sur l'espace. C'est donc un dialogue entre deux qui va se dérouler maintenant, un dialogue par la parole, mais aussi un dialogue par les formes, tant les formes de Saraceno peuvent se concevoir aussi, se voir aussi comme une déclinaison, finalement un contrepoint à la pensée de Peter Sloterdijk. La conversation sera modérée par Yann Rocher, merci à lui, qui est architecte, mais aussi historien des utopies, et qui a été commissaire ici en 2017 de l'exposition Globe. Donc merci beaucoup à lui. Et je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de ce dialogue. Merci. Good evening, everyone. Bonsoir à tous. Notre pays est censé être un hexagone, mais notre capitale est peut-être hantée par la sphère. Laissez-moi vous dire pourquoi, en guise d'introduction, une présentation de nos deux invités et 4 questions que j'aimerais aborder de manière très ouverte. D'abord, j'aimerais vous rappeler que pendant la Révolution, certains architectes ont été à tel point inspirés par les nouvelles montgolfières et la volomania qu'ils ont commencé à concevoir des architectures sphériques.
Par la suite, les expositions universelles ont été le théâtre de nombreux projets à base de globes terrestres et célestes, ainsi que d'intenses débats. Je crois que c'est le contexte d'une série récente d'expositions sur ce que nous appelons la colline de Chaillot. Ici, l'exposition Globe, qui a eu lieu en 2017, qui a exploré un certain nombre de manières de raconter la Terre et le ciel par l'architecture. L'exposition On Air en 2018, organisée dans le Palais de Tokyo, nous y reviendrons. Et à présent, l'exposition Aerodream sur l'architecture, le design et les structures gonflables qui vient de commencer il y a quelques semaines. Elle contient l'idée même de cette discussion. Aujourd'hui, il est très important et intéressant aujourd'hui d'avoir une discussion avec deux spécialistes essentiels de ces sujets. J'aimerais remercier Béatrice Sloterdijk, Olivier Manoni, Marilène Cantal, Stéphanie Quentin, qui ont rendu ce débat possible. Pour décrire notre premier invité, j'aurais du mal à lui rendre justice en quelques mots. Il est philosophe et essayiste de Karlsruhe, d'origine néerlandaise et allemande. Entre 1968 et 1974, il étudie la philosophie, l'histoire et les études germaniques dans les universités de Munich et d'Hambourg, où il obtient son doctorat. Vers la fin des années 70, il passe 2 ans dans l'ashram de Bhagwan Sri Rajneesh, situé à Pune. Depuis le début des années 80, il est freelance et essayiste avec de nombreuses contributions, notamment la critique de la raison cynique. En 1983, qui est bien sûr devenu un best-seller, Bulle, Globe et Écume, une œuvre très célèbre de notre époque. C'est la trilogie des sphères, publiée il y a 20 ans. Dans Le Palais de Cristal, publié en 2005, la démonstration théorique de 3 phases successives de la mondialisation. Tu dois changer ta vie. En 2009, un renversement de la compréhension du développement humain via la notion de l'anthropotechnique et plus récemment, l'essai sur la théopoésie, faire parler le ciel, traduit en français par Olivier Manoni, comme d'habitude, avec un titre tout à fait suggestif. De plus, outre une liste impressionnante de prix prestigieux, il a été directeur de l'Institut de philosophie culturelle de l'Académie des beaux-arts à Vienne en 1989 et 2008, professeur, puis doyen à l'Université de Karlsruhe d'art et de design entre 2001 et 2015. Il vit actuellement à Berlin, mais à Grignan aussi. Cher public, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Peter Sloterdijk. Permettez-moi à présent de vous présenter notre deuxième invité. Il est issu d'une famille à la fois argentine et italienne. Il a choisi la ville de Buenos Aires pour naître, et Buenos Aires voulant dire bons airs. Il a étudié l'art et l'architecture à Buenos Aires, à Francfort et à Venise, puis il s'est installé d'abord à Francfort en 2005, mais il s'est ensuite déplacé à Berlin en 2012, où, après un moment, il s'est installé dans les bureaux de l'entreprise Agfa. Puis, il a rénové les espaces inoccupés, les a transformés en un environnement hybride avec à la fois des ateliers et des bureaux où on trouve à la fois le laboratoire de recherche sur l'arachnophilie, la communauté aérocène et un grand nombre de membres d'horizons multidisciplinaires divers, des designers, des architectes, des anthropologues, des biologistes, des ingénieurs, des historiens de l'art et même des musiciens. Depuis plus de 20 ans à présent, ils mettent en œuvre des projets qui peuvent être vus comme une collaboration éthique avec l'atmosphère. Cette approche peut prendre la forme de grandes installations immersives, le Poetic Cosmos of the Breath, un dôme solaire multicolore expérimental
exposé dans un parc au Royaume-Uni en 2007. En 2011, j'ai pu assister à Cloud Cities dans la gare de Hambourg à Berlin avec une construction de sphères de toiles d'araignée. Vous avez peut-être vu également l'exposition On Air ici même à Paris il y a 3 ans, notamment l'improbable collaboration avec les araignées qui présentait et introduisait l'exposition. Aujourd'hui, le studio développe ses travaux dans le cadre d'un concept plus global de l'aérocène. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Thomas Saraceno. Mais avant de leur donner la parole à Thomas et à Peter, j'aimerais faire 2 commentaires et poser 2 questions. Premièrement, vous n'êtes ni l'un ni l'autre architecte, mais vous êtes tous les deux, vous avez une relation très proche avec l'architecture. Peter, vous faites de nombreuses références à l'architecture dans vos démonstrations. Vous avez fait une contribution à la théorie des dômes, par exemple, grâce à une analyse du Panthéon romain. Le Crystal Palace à Londres, emblème de la dernière forme de mondialisation, mais aussi et également à un niveau plus métaphorique, la trilogie qui est elle-même une construction monumentale. Thomas Saraceno, dans la mesure où vous avez fait des études d'architecture et vous travaillez également souvent à une échelle architecturale, nous aimerions savoir ce que vous pensez de ces différentes relations. Deuxième commentaire concernant l'air lui-même. À présent, même que l'air et l'acte de respirer ne sont plus des symboles de liberté. Il est tout à fait clair que la situation actuelle trouve une sorte d'anticipation dans les pensées de Peter Sloterdijk sur l'immunité et une forte résonance avec la question de l'accès à l'air pur à laquelle Thomas Saraceno est très sensible. Troisièmement, les architectes ont toujours rêvé de voler, de défier les lois de la gravité. Ils ont souvent essayé de libérer l'architecture de la gravité, comme cette fantaisie de la montgolfière au XVIIIe siècle illustre clairement. Dans les années 70, des architectes ont conçu des systèmes gonflables, légers, pour pouvoir être de manière très insouciante et sensuelle en contact avec l'atmosphère. Est-il toujours possible aujourd'hui de rêver de vol, de rêver de légèreté? En d'autres termes, que faire de la suggestion de Bruno Latour qui nous invite à atterrir, à regarder la Terre, à regarder le sol dans le cadre de nos responsabilités écologiques? Dernière image, et quatrièmement, il y a 60 ans, un parti politique en Allemagne a eu l'idée d'exprimer son programme grâce à une sphère gonflable quittant le sol dans une image très éloignée de nos temps très préoccupants. Si le fait de promouvoir l'acte de voler, d'aller ailleurs et de jouer avec la forme sphérique de l'autonomie est devenu un problème moral, quelles devraient être les nouvelles formes d'utopie? Cher Thomas Saraceno, cher Peter Sloterdijk, est-ce que nous avons encore le droit à l'utopie à l'ère de l'Anthropocène? Donc, nous allons commencer avec des images de Thomas. Il me semble que c'est peut-être la vidéo. Qu'est-ce que vous nous proposez là? Cela vous convient? Merci beaucoup. Ce sont 5 minutes. J'aimerais bien qu'on s'asseye, qu'on les regarde, à moins que vous préfériez une autre possibilité. Donc, allons, regardons la vidéo dans ce cas-là. Est-ce qu'on pourrait éteindre les lumières, s'il vous plaît? Les choses ont bien changé. Je me souviens avant, l'été, c'était l'été, et puis il y avait l'automne, l'hiver et le printemps, et puis ce n'est plus le cas maintenant, c'est très différent.
Pour extraire une tonne de lithium, on utilise 2 millions de litres d'eau. On extrait de l'eau, beaucoup plus qu'elle n'en tombe, de l'eau pour nous, pas simplement, mais également pour les animaux, les plantes et pour tout. Oui, nos grands-parents, nos ancêtres ont vécu sans le lithium et tout le monde pourrait survivre sans le lithium. Et moi, je vois que la technologie avance et elle est en train de détruire le monde. Qu'est-ce que c'est, voler? Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de voler dans le monde d'aujourd'hui? Qu'est-ce que cela signifie de voler aujourd'hui, en 2020? Peut-on revenir sur la Terre et la survoler différemment? Nous n'avons besoin que du soleil et de l'air et de l'énergie, de la solidarité, l'enveloppe de l'atmosphère, et nous devons trouver une voie, un chemin vers le ciel. Inca, tu es le fils du soleil et du courageux Atahualpa. Et de Dieu. Inti, allez plus doucement. Donne-moi la main, donne-moi la main. Partons ensemble. Merci, merci beaucoup. Non au lithium, nous luttons pour notre terre. Non au lithium. Est-ce que l'on peut revenir en arrière sur le PowerPoint? Peut-être je vais le lire moi-même, hein, parce que aujourd'hui, j'ai rencontré Peter dans l'avion. Et j'ai calculé un petit peu ce que ça soit présenté, surtout dans ce contexte de Aérodrome. Je pense que effectivement, le rêve de la lumière est devenu comme une sorte de cauchemar
Donc, c'est un petit peu difficile aujourd'hui et dans une certaine mesure pour... en fait, nous avons volé, nous sommes venus ici. Si l'on allume cette lumière, voyons la prochaine. Alors voilà, j'ai calculé donc la distance que nous avons fait avec Peter aujourd'hui, c'était 902 km, donc une personne en classe économique. Donc, l'impact sur le climat est de 212 kg de CO2. Donc, c'est donc compatible avec un nouveau standard, c'est-à-dire qu'il est compatible avec un budget d'émissions annuel pour une personne d'1,5 kg. Donc, j'ai calculé, en fait, aujourd'hui, j'ai consommé 15% de ce que je pouvais vraiment utiliser par an. Donc, vraiment, c'est ce que l'on peut suggérer. Donc, si on creuse un peu plus profondément, en fait, disons, si l'on regarde exactement, voyons le rapport que représente le voyage, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'on traverse l'Atlantique en avion, on réduit la durée de vie de quelqu'un sur la planète de 2 ans. C'est-à-dire que si je vais à New York ou en Argentine au début de l'année, et quelque part sur la planète, il y aura quelqu'un qui vivra 2 ans de moins. C'est en raison des émissions que j'aurais produites en traversant l'Atlantique. Les émissions d'oxyde de carbone d'une vie américaine provoquent la mort de 2 autres personnes sur la planète, selon le professeur de l'Université de Tennessee, John North. Et il est inutile de dire que Rebecca Solnit a publié dans le Guardian pendant la première année de la pandémie, 1,6 million de personnes sont mortes du COVID, alors que la mauvaise qualité de l'air, la pollution a tué 1,7 million de personnes, c'est-à-dire c'est absolument incroyable. Donc voilà, je pense que ce qu'elle dit, je crois qu'elle a tout à fait raison, effectivement. Nous avons trouvé une solution ici pour le virus, peut-être avec ces vaccins, mais certainement pas pour l'addiction que certaines parties de l'humanité, pas tous, ont désormais pour voyager, se déplacer d'un bout à l'autre de la planète. Et je pourrais continuer ainsi parce que vraiment, ici, ce budget, en réalité, est très bas. Mais je crois que c'est assez remarquable, c'est que Henrietta Washington a dit aux États, l'usine la plus importante à la proximité de la pollution atmosphérique, mais dans la ville de Washington, on sait que les familles noires qui en produisent de 50 à 60 par an sont plus affectées que les familles blanches qui en produisent 10 000 kilos par an. La pauvreté, effectivement, il ne s'agit pas simplement du revenu, mais également ce qui, dans une certaine mesure, sépare les gens dans une ville, dans certains endroits. Et donc là, on parle de la façon de respirer, on ne parle pas. Et là, l'urbanisme et les architectes ont un grand rôle à jouer dans le type de vie que nous allons vivre parce que vraiment, ce sont eux qui sont en partie responsables de la qualité de l'air. Donc encore, j'ai quelques petits points à dire, mais il faudra me dire là où je dois m'arrêter. Mais peut-être pourriez-vous expliquer ce que vous avez dit, disons, par rapport au film, à la vidéo, pour le public, parce que je pense que c'est lié dans une certaine mesure. Ou les images, peut-être. Très rapidement, mais vous savez, l'Aérocène, c'est une communauté, ce sont des personnes dans le monde, et nous pensons qu'il ne s'agit pas de voler, mais plutôt de flotter. Et puis ensuite, pour l'expliquer très simplement, ce sont des différentes communautés dans différents lieux du monde. On ramasse des sacs en plastique, on laisse que le soleil pénètre dans l'univers. Ici, on crée une sorte d'enveloppe et puis on crée une sorte de sac qui flotte dans l'atmosphère. Cette expression magnifique d'Aérodream, c'est-à-dire que cela, c'est pas vraiment réel, ce n'est pas dans l'idée des éléments qui sont gonflables. Différentes personnes ne sont pas là parce qu'il y a une perception de la contribution ici de ces différentes personnes et il n'y a pas eu tellement de pionniers, finalement, peut-être 5 ou
aussi dans l'histoire de l'humanité qui ont vraiment pensé à élever un corps dans les airs sans les combustibles fossiles. Lorsque les frères montgolfiers, par exemple, ils ont brûlé pour chauffer l'air qui, dans cette enveloppe, dans ce ballon qui leur a permis de s'élever. Ils l'ont chauffé. La grande différence ici, c'est que ici nous avons laissé que le soleil chauffe l'air à l'intérieur. Et dans le petit vidéo que vous avez vu au début, pendant 5 minutes, c'est une vidéo de 37 minutes. En réalité, nous avons tourné en Argentine, dans le nord, où il y a une grande lutte politique, en réalité, pour l'exploitation du lithium. Ce rapport, en fait. Mais en fait, c'était la première fois qu'un être humain, dans ce cas, Laetitia Marquez, s'était élevé dans l'air et en était revenu tout à fait en toute, disons, saine et sauve. On peut dire qu'elle est arrivée de l'espace. Et il y a 2 mois, j'ai reçu, elle a reçu, disons, un prix pour un vol le plus durable dans l'histoire. Disons que c'était la plus belle performance que n'ait jamais réalisée un être humain. Il y a eu 2 personnes, et ça serait magnifique d'avoir une exposition avec eux. Moi aussi, j'ai flotté, certainement, en lisant les livres de Peter Sloterdijk, bien sûr, pour pouvoir échanger sur un certain nombre de points, mais vraiment, nous ne l'avons pas fait comme ça, sur une idée. Je me suis cassé le dos en 2 morceaux. J'ai eu plusieurs opérations dans mon colonne vertébrale. Disons que cela a exigé un certain nombre d'années de travail pour réaliser ça. C'est-à-dire que l'on peut le construire. Il y a plein de musées dans le monde. Les gens continuent à contribuer à cela, et c'est très important. Nous n'utilisons pas de lithium, mais des panneaux solaires pour chauffer, ni des panneaux solaires pour chauffer l'intérieur de ce ballon, avec de l'air chaud. Oui, voilà, je ne sais pas. Voilà, l'idée n'était pas de faire une introduction trop longue, mais il y a beaucoup d'images qui se bousculent et je pense que l'on pourrait aller, revenir et puis essayer d'expliquer un peu ce que produit cette communauté dans une certaine mesure. Et souvent, il s'agit plutôt d'un engagement politique. Et après avoir vu le film, eh bien, nous pouvons continuer à contribuer, à réfléchir, en fait. Et puis ensuite, on peut aussi aborder d'autres questions. Je crois que le public connaît mieux vos sphères, vos toiles, vos filets, en fait, ces projets. Est-ce que cet engagement, vous l'avez ressenti dès le départ de votre travail ou est-ce que c'est récent, le concept, ce concept complet? Je ne sais pas. Peut-être ici, est-ce que c'est avec Peter? Peut-être que j'étais dans le ventre de ma mère et que j'ai ressenti cette notion de sphère, une sorte d'agrégation. Peut-être. Vraiment? Oui, peut-être. Je pense que c'est assez frappant d'avoir cette idée. La conscience de l'être, n'est-ce pas, sur une planète. Et puis, on a... Un auteur a écrit un livre, le manuel pour faire fonctionner des navettes spatiales. C'est assez intéressant d'en parler, c'est assez mécanique. Je l'appelle Pacha. C'est le temps uni, le temps, l'espace. C'est différent de la Pachamama, qui est la mère Terre. Mais quand je pense à cela, comme si c'était vraiment dans une certaine mesure, on peut avoir une certaine division pour essayer, dans ma vision, d'essayer de comprendre les choses ou peut-être pas les exclure, une certaine partie de cela pour essayer de narrer des histoires avec une façon plus ouverte. Mais effectivement, cette idée d'atterrir sur la Terre, lorsque l'on en revient à la tour, n'est-ce pas, il y a des personnes qui n'ont jamais compris que l'on continue de voler, n'est-ce pas, aujourd'hui. Il y a des gens qui connaissent mieux qu'en moi en mathématiques. On parle de centaines de milliers de kilomètres à l'heure, n'est-ce pas? Et lorsque je pense à cela, lorsque l'on rentre dans cette espèce d'anneau dans lequel on est attrapé, donc avec un projet pareil, on ne serait pas capable de le faire parce que l'on peut comprendre que d'être aussi capable de flotter à la fin d'un océan d'air, n'est-ce pas? Comme l'a dit Galilée, eh bien, on ne pourrait jamais imaginer que cela pouvait être possible parce que l'on est
finalement piégés dans les ressources et dans les ressources. Bon, c'est assez étrange de ce que nous donne la planète, c'est-à-dire que finalement les combustibles fossiles, on a surtout la chaleur du soleil qui tombe sur la Terre depuis des millions et des millions d'années. Donc il y a cette espèce de division sociologique, en fait cette espèce, les gens de l'espace, des gens terrestres, et puis il semblerait qu'il n'y ait rien entre les deux. Et donc cette division, exactement comme ce que nous avons une définition comme étant la vie, elle a non-vie, la vie est quelque chose de symbiotique, cette espèce de Roscoffol, qui est une espèce de ver qui digère des algues, et les algues, lorsqu'elles font de la photosynthèse, donnent de l'énergie aux vers. Les deux ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Ce n'est pas un animal, ce n'est pas une plante. Et donc cette sculpture, comment l'expliquer? Moi, je vais vous l'expliquer. Même si elle ne digère pas l'air et que cet air n'est pas dans le ventre de cette sculpture, en fait, c'est une façon tout à fait positive. C'est très léger, c'est un poids très léger, n'est-ce pas, 1 ou 2 kilos. Mais lorsque le soleil le mange, peut-être cette relation photosymbiotique devient une vie qui est capable de s'élever, de se déplacer, n'est-ce pas? C'est quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est pas la vie? Enfin, vous savez, lorsque l'on va à l'Inmarglul, vous comprenez Kansaiden, et il y a une sorte de fascination pour cette espèce de toile d'araignée complètement terrestre ou cosmique, et donc on peut en arriver justement à quelque chose comme ça. Donc voilà. Peter Sloterdijk, vous êtes très intrigué, intéressé par le travail de Thomas Saraceno. Pouvez-vous nous expliquer comment? Mon impression, c'est que ce que Thomas Saraceno nous montre, c'est un nouveau chapitre dans une longue histoire qui pourrait avoir pour titre la conquête de la verticalité. Ça, c'est une passion humaine très ancienne, comme innée, une motivation innée. Platon, qui est l'auteur de la première théorie paradoxale de l'évolution, a lui-même décrit les humains, les êtres humains, comme les seuls êtres vivants qui ont la possibilité de regarder vers les étoiles et de regarder au-dessus d'eux. Malheureusement, les femmes n'ont pas toujours la possibilité, les femelles n'ont pas toujours la possibilité parce qu'elles doivent s'occuper de leur progéniture, donc elles n'ont pas la liberté de regarder vers le ciel parce qu'elles ont l'obligation de plutôt regarder vers le sol pour nourrir leur progéniture. Les femmes renaissent sous la forme d'animaux. Les animaux qui ont perdu entièrement la capacité de regarder vers le haut, car ils sont en position horizontale et n'ont plus cette verticalité. Ces animaux vont même encore plus bas pour tomber dans le royaume des reptiles et des serpents qui, eux, sont complètement incapables de regarder vers le ciel et vers le haut. Donc, je dirais qu'on a une forme de théorie de l'évolution, c'est la perte de la capacité de regarder vers le haut, vers le ciel. Je dirais que c'est une forme très tragique de l'anthropologie, car l'être humain a toujours la tentation de perdre cette capacité de verticalité, même cette liberté de la position d'être debout et de pouvoir lever les yeux et regarder vers le ciel. Donc, je dirais que la conquête de la verticalité est une passion éternelle que l'on a toujours placée dans le domaine de la religion, dans le domaine de
l'imaginaire. Hein. C'est un peu ce que l'âme veut essayer de conquérir. Donc voilà les images les plus impressionnantes que je verrai, je dirais, le rêve, les anges qui descendent de cette échelle, qui descendent sur la terre depuis les cieux. Vers la fin du XVIIIe siècle, il s'est produit quelque chose de très étrange. Les gens ont cessé de se contenter d'une échelle imaginaire. Les Britanniques ont commencé une nouvelle passion qu'on a appelée l'alpinisme, c'est-à-dire le fait de commencer à grimper le long des montagnes, à gravir les montagnes. En France, certains ingénieurs ont même développé cette idée. Ils ont réussi à produire cet effet de la montgolfière avec cette différence de poids avec l'air ambiant afin de pouvoir porter des êtres humains, les faire voler, les transporter dans les airs. Et c'est la première fois, c'est ici en France que ceci s'est produit vers Versailles. Je crois que c'était en 1783, en présence même de Marie-Antoinette, du roi. L'essentiel de la cour était présent lorsque les premiers aviateurs se sont élevés dans les cieux grâce à cette fameuse technique de la montgolfière. Avec 3 animaux, un coq, une chèvre et un chien. Et ils sont devenus de véritables héros nationaux. On leur a même donné des retraites à vie après cette aventure. Et ils ont bénéficié de conditions privilégiées pour le reste de leur vie à Versailles. Une année plus tard, simplement, un physicien français s'est élevé dans une montgolfière au-dessus des Champs-Élysées. Et c'est comme ça que, du point de vue technique, on a vu la naissance de l'aviation. La même année, en Grande-Bretagne, une nouvelle technique de montgolfière a été mise au point, perfectionnée à tel point sophistiqué qu'on a pu commencer à parler d'aéropédie, une nouvelle science. Un certain nombre de livres ont été publiés vers 1785 sur ce sujet. Et à partir de ce moment-là, on a pu avoir les éléments techniques de la conquête de la verticalité que l'on n'a plus arrêté. Finalement, on est arrivé avec l'époque de la Station spatiale internationale et les miroirs ça c'est la première fois que l'être humain a pu aller au-delà de l'atmosphère, au-delà de la stratosphère pour pouvoir regarder la Terre d'en haut. Et les premiers aspects pratiques et concrets de cette technique que les Français ont créée en 1889, la fameuse Tour Eiffel à 312 mètres de hauteur, qui a permis à un grand nombre de personnes de s'élever et de voir la Terre d'en haut comme s'ils étaient eux-mêmes dans une montgolfière et de voir la Terre de très haut. Et cette fascination
ce désir de développer, d'avoir un point de vue supérieur, la volonté de l'être humain de se voir d'en haut, de voir la Terre d'en haut. Et c'est vraiment la réalisation technique de l'œil de Dieu. C'est vraiment une demande que l'être humain a toujours eue depuis 150 ans au niveau technique également. Tout ce que vous avez dit, Peter, depuis les montgolfières, et on peut revenir même à 2000 en arrière, les Chinois, les lanternes chinoises, nous savons la façon dont ces objets arrivent à s'élever dans l'air. En fait, c'est toujours en brûlant quelque chose. On peut brûler ce que l'on veut, en fait, mais ce n'est pas simplement laisser le soleil qui chauffe. La façon pour s'élever, les montgolfières, effectivement, ils ont chauffé l'air en faisant un feu sur la Terre. Ils ont chauffé l'air qui était à l'intérieur du ballon. Ils l'ont laissé s'élever et puis ensuite il est retombé. Et puis par la suite, on a effectivement de l'air chaud qui est dans le ballon. C'est des ballons d'air chaud. Et donc on s'élève avec un brûleur, c'est-à-dire qu'on continue à brûler quelque chose sur la Terre. Mais la différence avec cela, finalement, c'est que là, on a des ballons à l'hélium et des ballons à l'hydrogène. Le hélium est devenir de plus en plus difficile parce qu'également c'est de l'extraction de combustibles fossiles, c'est de plus compliqué. Donc ce n'est pas si durable, effectivement. Disons que c'est quelque chose que l'on doit abandonner aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est assez compliqué d'avoir de l'hélium. Et ça, c'est une différence radicale. C'est pas moi forcément qui l'ai inventé. Parfois, on l'appelle un ballon, disons comme une saucisse flottante, c'est-à-dire comme une longue saucisse. Mais là, c'est radicalement différent. Nous ne brûlons rien. Nous ne brûlons rien de ce qui se trouve sur la Terre. Nous laissons simplement que le soleil chauffe. Et grâce à sa chaleur qui arrive du soleil, eh bien, nous arrivons à nous élever nous-mêmes dans l'air et nous trouvons ainsi un équilibre thermodynamique qui est extrêmement différent, qui est radicalement différent, en fait. C'est-à-dire que voler avec un ballon d'air chaud, c'est quelque chose qui n'est absolument pas durable. 1 heure avec un ballon à air chaud brûle 2 cylindres de combustible, de propellant. Et vraiment, en 1 heure, c'est comme on pourrait le faire d'ici à Barcelone en voiture. C'est voler, c'est de la merde, je suis désolée, en fait. On utilise beaucoup de combustible, en fait. Avec ça, on ne brûle absolument rien. Absolument rien. Mais oui, oui, brûlons. Le soleil nous brûle. C'est le soleil. Mais les Français sont des gens très sophistiqués. Et donc, voilà, c'est la seule agence spatiale qui, dans les années 70 et 80, toutes les expériences qu'on a fait. Où est le brûleur? Ici, il n'y a aucun brûleur. Eh bien, c'est un ballon ouvert. Ici, la bouche n'est pas fermée. C'est très différent. Ici, effectivement, évidemment, on pourrait parvenir à quelque chose de plus sophistiqué. Bien sûr, c'est ouvert. Et il y a quelque chose ici, que j'aime bien. Voilà. Vous voyez, ici, il n'y a aucun brûleur. Voilà, c'est une énorme différence. Il n'y a pas de feu en dessous. Le feu est dans le ciel. C'est très différent. Vous pouvez comprendre cela. Donc, ce que nous avons essayé de comprendre, c'est un autre concept. Où est-ce que commence l'espace et où finit-il? Où commence la gravité? Où est-ce qu'elle est appliquée par des lois de la physique? Et voilà, moi, j'aimerais bien ici dire que la gravité s'arrête lorsque les objets cessent de tomber, en fait. C'est-à-dire, quel est le principe d'Archimède? Archimède a inventé ou a formulé le principe selon lequel les objets flottent dans un fluide. Mais il a été bloqué avec la densité de l'eau. Il n'a jamais pensé que nous pouvions flotter dans l'air. C'est finalement exactement le même principe, mais il parle toujours qu'on flotte dans l'eau. Mais ici, ce dont on parle, c'est-à-dire que nous avons appris à flotter dans l'air. C'est aussi simple que ça, sans avoir besoin de rien de brûler ou de combustible fossile ou de propellant de gaz, en fait. Et trouver cette thermodynamique, cet équilibre thermodynamique. C'est-à-dire que si l'on pense, par exemple, parce que Peter l'a mangé, la NASA, c'est là où commence l'espace, c'est-à-dire là où les objets commencent à cesser de tomber parce qu'ils ne sont pas attirés par la gravité. C'est-à-dire, quelle est la négociation politique de savoir où est-ce qu'elle se trouve, vraiment, cet espace. Parfois, on dit 100 km. 100 km, c'est assez, disons, c'est quelque chose qu'on est en train de discuter encore pour savoir vraiment ici, dans l'espace. C'est-à-dire, sans les objets, on cesse de tomber. Et voyons ce qu'ont fait les Français, par exemple, hier. Voilà, je pourrais revenir en arrière. Regardez. Je voulais le faire moi-même pour pouvoir le montrer. Donc, voyons, regardez.
dans les années 70, 80, et c'est tout à fait rare. On a fait un travail très rare. On a développé un ballon qui était capable également, avec cette chaleur du soleil, qui était capable de flotter, de voler pendant la nuit. Voilà. C'est-à-dire que pendant la journée, il était chauffé par le soleil, et la nuit, vous imaginez, parce que on n'a pas évidemment pas la vitesse habituelle, c'est-à-dire qu'on va à 32 km à l'heure, puis pendant la nuit, il baissait, il allait jusqu'à 20 km. Et puis ensuite, il y a la radiation. La Terre est un roc, est une roche qui flotte dans l'espace. Et donc, cette chaleur qui est là, rémanente, on pourrait dire, elle remonte et elle chauffe le ballon. Donc, voilà, au lieu d'avoir une trajectoire ici, disons, droite, on avait une trajectoire qui était un petit peu avec des ondes de haut en bas, de haut en bas. Mais ici, rappelez-vous, 100 km, c'est là où se trouve la fin. Donc, cet espace, et si on peut imaginer une belle journée comme aujourd'hui, ou demain, imaginons, avec ce ballon, lorsque j'ai parlé avec les ingénieurs qui étaient là, malheureusement, ce type de ballon, ils ont cessé de faire des tests. Disons qu'il y a beaucoup de négociations politiques. Est-ce qu'il y a droit à pouvoir survoler? Parce qu'évidemment, à certains moments, on perd le ballon et parfois, c'est très difficile d'en suivre la trace. Mais on a dit que, évidemment, il pouvait voler comme ça pendant 3, 4, 5 ans. Il pouvait flotter autour du monde et pas en orbite, mais avec cet équilibre thermodynamique. Et on continue de se déplacer comme un satellite, mais sur la Terre, près de la Terre. Et je crois que ça rapproche l'espace à quelque chose qui est complètement différent que ce qui était que le besoin d'échapper de la vitesse, de courir après quelque chose. Donc, John Powell, si vous êtes intéressé, il a un programme également pour être capable d'atteindre l'espace avec des ballons sans cette violence de Elon Musk qui pense à cette idée colonialiste d'aller jusqu'à la Lune, jusqu'à Mars, je pense. Enfin bon, c'est ce qui arrive quand nous allons dans un lac salé. Nous pensons qu'il y a cette transition simple de l'énergie, tout à fait simple, des combustibles fossiles jusqu'au lithium, qui est vraiment très inégal. Peter Soderlake. Thomas, j'ai l'impression que vous ne vous contentez pas de la décision de l'humanité de suivre la voie des fabricants de ballons, mais plutôt d'attendre un petit peu, et vous préféreriez qu'on attende plutôt les fabricants d'avions. Il y a une différence entre l'avion et le ballon, la montgolfière. Cela concerne la différence, c'est la même différence entre les deux modèles naturels que nous connaissons pour en ce qui concerne le vol. Premièrement, l'oiseau, et deuxièmement, c'est le nuage. Le ballon, c'est un nuage artificiel où vous avez l'atmosphère extérieure qui joue le rôle du nuage, et à l'intérieur du ballon, vous avez le ciel pur. C'est une étrange inversion. Mais vous êtes un fabricant de nuages, en fait. Alors que les imitateurs de l'avion, de l'oiseau, pardon, ont dû attendre les années 1900 avec ses premières expériences de vol. Et il ne s'agissait pas vraiment d'imiter l'oiseau, car tant que vous essayez de voler avec des ailes qui bougent, vous allez échouer. Les premières expériences de vol montrent quelque chose de très intéressant et de très clair. Les humains ne sont pas vraiment faits pour voler en bougeant leurs ailes. C'est uniquement lorsque les ingénieurs ont abandonné cette idée des ailes mobiles pour la remplacer par cette idée d'une aile rigide que là, les choses ont commencé à fonctionner. On a eu à ce moment-là une véritable combinaison avec l'effet aérodynamique des ailes. On fait comme un oiseau. Vous avez cette
elle rigide d'un côté, mais vous dépendez d'un moteur extérieur, alors que dans le cas du nuage, il ne vole que grâce à l'énergie céleste. La nécessité de l'aviation humaine ne concerne pas simplement les ballons. Il y a la nécessité d'imiter les oiseaux. On a à la fois une combinaison de principes aérodynamiques. Ça aussi, c'est emprunté à la théorie de l'évolution naturelle et forces antigravitationnelles de l'air, avec un moteur extérieur qui vous donne la puissance pour faire fonctionner l'aérodynamique. Et toutes ces perversions, si je puis dire, ont dû se produire. Ce sont les perversions dont vous vous plaignez à l'instant, car cette décision d'avoir un moteur extérieur pour faire voler des objets, voilà la source de nos problèmes actuels et de destruction de l'environnement. J'ai oublié le nom du modérateur fantastique. Stéphane, nous pourrions passer à la première diapositive et nous pourrions faire ce voyage porté par le vent une fois que nous aurons appris à flotter. Mais je pense que Peter, ce qu'il essayait de dire, c'est qu'effectivement, c'est-à-dire entre l'air statique, aérostatique et aérodynamique, c'est-à-dire comme si c'était un vaisseau aérien. Voilà, je pense que même pour le public, il y a quelque chose qui a Santos Dumont, l'un des pionniers du ballon. Il y avait également une compétition en France. Il fallait tourner autour de la Tour Eiffel. Je me souviens de quelque chose comme ça. Il a appelé, disons, l'immobilité dans le mouvement. Disons, imaginons que Peter et moi, nous sommes dans une gondole. La gondole, c'est-à-dire le panier qui est en dessous du ballon chauffé à l'air chaud. Et à un moment donné, les gens qui n'ont pas essayé de voler avec la chaleur du ciel tiennent d'arriver à cet équilibre. C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de gens dans la gondole, mais le soleil commence à chauffer le ballon. Et donc, la différence que nous faisons, nous, ici, dans notre communauté, c'est-à-dire que nous ne brûlons pas quoi que ce soit du début jusqu'à la fin. Mais notamment, il avait expérimenté quelque chose qu'il appelait l'immobilité dans le mouvement, c'est-à-dire que la gondole était absolument ouverte. Et donc, je pourrais être en train de parler avec Peter. Nous volons à 5 ou 6 mètres au-dessus de la terre. Et ses cheveux, ici, là, on ne bouge absolument pas, même pas un millimètre, rien. Et tout d'un coup, en regardant en bas, à 5 ou 6 mètres en dessous, ça, c'est une expérience. Et les arbres, c'était en train de bouger comme des fous. Donc, vraiment, le cerveau a du mal à comprendre cela parce qu'en disant, voilà, je suis dans l'air ouvert et les arbres sont en train de bouger et je regarde à Peter et je peux mettre ce morceau de papier là et il ne bouge pas. Et donc, c'est la première fois où l'on devient soi-même le vin, où l'on devient le moteur. On essaye de penser qu'il y a quelque chose d'autre. Et peut-être, ça pourrait quelque chose... Mies van der Rohe a pensé quand il a parlé quand il a pris le train pour la première fois, il a vomi parce qu'il a vu trop d'images à la fois, il n'arrivait pas à les comprendre. C'est-à-dire cet vieux rêve il faut aller jusqu'à dans la Lune ou dans l'espace et puis recoloniser l'espace pour essayer de voir la fragilité de l'enveloppe du monde. Il faut en fait se déplacer avec cela. Dans ce cas-là, c'est tellement extraordinaire. Et je pense que c'est quelque chose de très difficile à comprendre, en fait. Je vais le laisser là, ou peut-être on pourrait essayer, disons que nous sommes à Paris, et qui veut voyager? Ça a été développé avec le MIT, cela nous a exigé 2 ou 3, 4 ans. On a eu plusieurs stations d'information dans le monde, et une fois qu'on en apprend à flotter au bout, disons, dans le fond de l'océan de l'air, et ça sera l'air qui va vous déplacer, ça viendra le mouvement, comme un moteur, et pas avec la combustion, oui, avec la combustion du soleil, mais laissons que le soleil brûle. Je sais que la Terre finira par s'éteindre dans plusieurs milliards d'années, mais ici, on établit cette relation. Ici, on peut voir Paris, effectivement, qui apparaît à l'écran. Stéphane, si on peut voir où se trouve Paris. Donc, Peter, où avez-vous envie d'aller? Où voulez-vous vous rendre?
voyager. Où avez-vous envie de voyager, Peter? Non, il faut que vous me disiez, voulez-vous rentrer à Berlin peut-être? Ça va apparaître ici, Paris au départ, et vous devez me dire où est-ce que vous voulez voyager. Et je vais vous dire quel est le meilleur moment où le vent va pouvoir vous porter. C'est-à-dire, il faut que vous choisissiez une destination. Karlsruhe? Non, il est à Berlin maintenant. Berlin peut-être? Vous voulez retourner à Berlin? Oui, allez, ou New York, ou n'importe où. Allez, essayons d'y aller, lançons la machine. Eh bien, voilà, c'est très proche. Donc, cela va calculer la station. Aujourd'hui, c'est la trajectoire rouge. Jaune, si vous partez demain. Vert, c'est après-demain. Et les autres, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ce sont des jours formidables pour retourner à Berlin. Vous voyez les trajectoires où le vent va vous emporter en fonction des prévisions météorologiques. Donc, parfois, cela peut reprendre jusqu'à 16 jours pour arriver à Berlin. Ça, c'est le meilleur calcul en fonction du vent. Ah, regardez, on retourne. Vous pouvez faire vraiment le tour de la Terre. C'est incroyable sur la ligne jaune. Voilà, maintenant de Paris. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 28, non le 27 octobre. Effectivement, c'est tout à fait intéressant. Dans 4 jours, nous allons arriver à 54 km de Berlin en une demi-journée. Bon, c'est pas si mal que ça. Donc, bien sûr, imaginez, si vous montez dans un avion, vous brûlez le combustible fossile, voilà. Donc, voyager le même temps, la même distance va demander plusieurs litres de combustible. Et donc, cela permet de économiser 0,08 tonnes de CO2. Donc, on peut vraiment, je pense que le terme de ballon est un peu vulgaire dans une certaine... Parce que quand on a inventé la voiture, combien de noms de bicyclettes qu'il y avait, vous savez très bien une bicyclette, ce que c'est, mais avec une voiture, il y a les voitures électriques, il y a les voitures hybrides, il y a les voitures diesel avec le ballon. Il semblerait qu'il y a simplement un seul ballon parce qu'on a cet esprit très, très, très étroit pour que les gens puissent comprendre qu'il y a un autre type de ballon, n'est-ce pas? C'est assez compliqué, effectivement. Et quand on dit c'est un ballon solaire, qu'est-ce qu'il y a des panneaux solaires dans une batterie, effectivement? Non, pas du tout. Donc, ça demande un certain effort pour pouvoir s'orienter dans cette direction. Mais le vent nous a emportés. Disons que c'est ça, c'est le moteur, c'est-à-dire la rotation de la Terre et qui produit disons, des vents, une thermie et qui nous emporte. Mais on dirait que vous aimeriez faire la même proposition que Christophe Colomb. Christophe Colomb aurait dû naître à Buenos Aires, ou Magellan plutôt, aurait dû commencer son tour du monde. Ce tour a en fait commencé à Séville. Il lui a fallu 3 ans pour faire ce tour du monde. En fait, sur ces 5 bateaux, il n'y en a qu'un qui est revenu 3 ans plus tard, hein, à Séville également. Mais c'était également une expérience uniquement fondée sur l'énergie de l'air. Hein. Pas de problème de kérosène et autres substances d'accélération inéquitables. Il n'y avait que l'énergie éolienne, l'énergie du vent. C'est la seule qui a permis d'expliquer cette forme de mondialisation nautique à partir de 1492, le premier voyage de Christophe Colomb, jusqu'à la fameuse invention des bateaux à vapeur au milieu du 19e siècle. Ça, c'était la période héroïque de la globalisation éolienne et de la politique aérienne basée sur le vent. Et il y a beaucoup d'indicateurs qui, d'ailleurs, nous montrent que nous sommes face à une redécouverte du vent en tant que source primaire. Hein. Encore une fois, une source d'amélioration technologique. Et toutes vos expériences, d'ailleurs, outre
l'aspect esthétique que je vais laisser de côté pour l'instant. Je dirais que cet aspect esthétique, pour moi, est presque aussi important que le côté technique. C'est vraiment une nouvelle approche d'une complexité chaotique. Quand vous regardez ces différentes lignes, toutes ces lignes de dérive des ballons, eh bien, cela appartient à une forme totalement différente de mathématiques qui est plus proche de la théorie du chaos que de la théorie de l'arithmétique classique. La comparaison avec Christophe Colomb, mais au fond, enfin, on est en train de décoloniser l'air. Enfin, c'est-à-dire que ici, nous essayons de réellement nous éloigner de cette idée de conquête, c'est-à-dire ce que je disais, c'est-à-dire que cette notion de l'espace, n'est-ce pas? Tout le monde a l'habitude. Nous avons l'idée d'aller conquérir Mars et la Lune, ou que les coloniser Mars et la Lune. Enfin, j'espère qu'avec Aérocène propose, avec la communauté avec laquelle nous travaillons, je crois que c'est une différence vraiment tout à fait radicale. Il est inutile ici de dire que de nombreuses personnes, au début, lorsqu'elles commencent à voir ce type de choses, bon, je dis, je suis pas inventé, je suis simplement en train de le présenter. C'est l'idée, comme l'a dit Peter, effectivement, lorsqu'il a dit oui, c'est comme si dire oui, absolument, effectivement, mais pas sous l'eau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et en naviguant, on peut naviguer contre le vent ici. Et quand on est dans un ballon à air chaud, c'est très difficile de se déplacer comme un bateau à voile. Donc voilà, on pense effectivement à ces navettes aériennes, à ces vaisseaux aériens, effectivement. Des vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire se dire c'est une techno-fixe, c'est une technologie qui vont vous aider à changer la façon peut-être dont on travaille. Mais je pense que nous sommes encore dans ce paradigme de vitesse, de modernité, de la façon dont nous nous déplaçons. Et c'est vraiment tout à fait inutile. Moi, je vous dis qu'au moment où quelqu'un sera capable de se déplacer dans des ballons de ce type-là, je crois qu'il y aura un changement radical. C'est peut-être un petit peu cette direction que la planète est en train de nous exiger de suivre. Finalement, toute cette technologie incroyable. Finalement, on n'a pas besoin de cette technologie. Il suffit de ramasser des sacs en plastique et de créer cela. Et donc, étant donné qu'on pense qu'à la vitesse, à cette façon de bouger, de se déplacer, il semblerait que cette technologie ne sera jamais développée. C'est-à-dire, il semblerait que c'est un mouvement politique vers quelque chose où on pourrait embrasser, qui va arriver. Mais on ne voit même pas. On ne voit même pas que cela, même un artiste, et on comprend difficilement la physique et la mathématique, où on peut faire des gens, les vols les plus durables de toute l'histoire de l'homme et dans les livres de l'aviation, jamais expliqué. C'est très, très simple de le faire, mais même la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ne le faisons-nous pas? En fait, ce que vous proposez peut-être, c'est une nouvelle version du concept situationniste de la dérive. La dérive, comme on l'appelle en français, drift en anglais, c'est un type de mouvement qui ne vient pas de l'intérieur, qui n'est pas mu par la volonté, mais qui dépend un peu des circonstances. Je me demande si je pourrais rester très longtemps à bord de ce vaisseau spatial du type de ceux que vous construisez. Il vous faut pas mal de tequila à bord, en ce qui me concerne, pour que j'y reste. Vous vous souviendrez tout à l'heure du ballon bleu. Le ballon bleu qui faisait des boucles un peu bizarres, des tours un peu bizarres au-dessus de la Russie. Vous vous souvenez? Mais je dirais qu'il y a une
relation très étroite entre le situationnisme. Je dirais que ce n'est pas vraiment ce n'est plus un secret, ce mouvement situationniste. Un bon ami de Latour a écrit un magnifique essai sur effectivement la dérive, et pouvez me corriger peut-être si je me trompe, mais il semblerait que la dimension chez les mammifères dépend de leur capacité à dériver, au moins dans l'océan. C'est-à-dire que toute masse, toute mammifère qui apprend à dériver, se déplacer avec le courant, peuvent devenir énormes. Et ceux qui vont contre le courant, ils sont beaucoup plus simples, beaucoup plus petits. Donc c'est une espèce de proportion, de ratio que l'on a avec cette espèce de voyage thermodynamique dans l'atmosphère. Il n'y a pas de plantes et d'animaux qui aient évolué dans cette trajectoire, mais dans l'eau aussi, en effet, on peut voir, il y a des plantes qui ont ces espèces de bulles, et comme les poissons qui flottent. Et lorsque l'on parle d'atmosphère, il n'y a pas eu d'évolution dans ce sens-là. Il n'y a eu aucune plante, aucun animal qui ait appris, disons, à se gonfler, à avoir un tellement gros ventre, à grossir pour se laisser vraiment flotter, dériver. Mais si l'on revient aux animaux, parce que vraiment c'est quelque chose que j'adore et je suis fascinée par les animaux qui sont capables de voler sans avoir cette compréhension aérodynamique des ailes qui se bougent. C'est-à-dire que les araignées sont capables de traverser toute la Méditerranée, et Darwin l'a observé comment des araignées sont arrivées sur des îles très lointaines parce qu'elles ne peuvent pas nager. Parfois, certaines peuvent marcher sur l'eau, mais ce qu'elles font, c'est qu'elles lâchent ce fil dans l'air comme une sorte de parachute, et lorsque le fil est suffisamment long, et elles peuvent être libérées de l'arbre, et elles volent, disons, elles traversent la Méditerranée. Elles n'ont pas la capacité de bouger leurs ailes comme des oiseaux. Il y a d'autres animaux qui sont capables de se laisser dériver, de se déplacer avec le vent sans avoir vraiment la capacité à savoir exactement comment voler dans une certaine mesure. C'est l'évolution, l'homo flottantis, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas, voilà. Permettez-moi de vous raconter une anecdote qui est assez connue en Inde. Cela concerne la mythologie des oiseaux. Il y a une histoire qui est la suivante. Il s'agit d'un type d'oiseaux qui sont les oiseaux dits de Dieu, les oiseaux divins qui volent si haut que jamais ils n'ont besoin d'atterrir ou de se poser, car ces oiseaux vivent d'air et de soleil, un peu comme vos montgolfières, Thomas. Et ils pourraient créer une nouvelle génération. Ils pondent leurs œufs dans l'air et la mère vole suffisamment haut, bien sûr. L'œuf tombe pendant un certain temps et pendant sa chute, l'œuf, il bénéficie de l'énergie du soleil. Et si l'oiseau femelle vole assez haut, eh bien, l'oiseau aura le temps d'éclore avant d'atterrir, et il va pouvoir déployer ses ailes à temps avant même d'avoir jamais touché la terre. Mais bien sûr, l'histoire ne finit pas toujours aussi bien pour tous les oiseaux divins. Il y en a malheureusement qui s'écrasent avant de naître, et on pense que sur ces oiseaux qui s'écrasent, c'est là qu'on peut trouver l'origine de l'être humain. Dans ces oiseaux qui se sont écrasés avant de naître, et nous essayons en tant qu'êtres humains de reconquérir une petite partie de cette ancienne verticalité. Nous aimerions pouvoir retourner à cet état, et ce désir s'exprime par le
biais de cet amour de la verticalité, la position, et parfois, après minuit, vous avez ce sentiment très étrange, vous sentez cette impression un peu étrange dans le dos, et vous vous sentez parfois qu'il vous manque 2 ailes et vous n'arrivez plus à dormir. Vous avez cette insomnie qui est causée par le fait que vous ne pouvez pas voler. Oui, mais on peut flotter, dériver, peut-être que voler. Peut-être parce que nous sommes justement obsédés avec ce mot, justement, et que l'on n'arrive pas à rentrer dans une autre dimension. Voilà, moi j'aime dériver, flotter. Je crois que c'est beaucoup plus approprié pour ce que nous essayons de faire, en fait. J'aimerais peut-être faire une remarque de bas de page qui revient à ce que vous disiez tout à l'heure au début de notre entretien sur notre contact et notre relation avec l'architecture. Pourquoi est-ce que l'architecture nous intéresse? Quel est le lien avec l'architecture par rapport à nos travaux et notre réflexion? Dans mes livres, en particulier, j'ai essayé. On m'a demandé de répondre à un certain nombre de questions, notamment qu'est-ce que cela veut dire être une personne ou un organisme toujours immergé dans cette réalité aérospatiale sans vraiment remarquer ce fait. Il y a des descriptions poétiques de la condition humaine qui disent que nous sommes des animaux qui vivent sur un océan d'air, qui vivent sur la Terre, mais sur un océan d'air. Je crois que c'est vraiment une approche très poétique de la condition humaine, comme si on était noyé dans un océan d'air. Il n'y a pas vraiment de noyade dans ce cas, dans la mesure où il s'agit d'air, vous n'avez pas le risque de suffoquer, vous respirez normalement et vous devenez une sorte de disciple de l'air. J'ai amené cet ouvrage ici où on trouve la première théorie qui décrit les êtres humains comme des créatures d'un aérospace. Malheureusement, je n'arrive pas à retrouver le passage en question, mais la citation est plus ou moins celle-ci. Comme d'autres créatures, nous sommes tous des disciples ou des élèves de l'air. Et cette sensibilité, la question du climat, est à la base de la théorie de la multiplicité éthique, qui est exactement le contraire de ce qui a été dit sur le romantisme allemand comme étant une source de nationalisme idéologique. L'un des points intéressants dans ma théorie des globes, surtout la théorie des écumes, en fait, c'est que il y a un chapitre sur la station spatiale. La station spatiale est, à mon avis, quelque chose d'extraordinaire du fait qu'on ne peut pas voler dans l'atmosphère extérieure sans trouver une technique pour emmener avec vous l'atmosphère. Vous devez vraiment avoir une sorte de transplantation, une simulation de ce qui se passe sur Terre. Vous devez reproduire les conditions terrestres dans l'atmosphère. En fait,
En fait, elle revient vers nous, c'est-à-dire l'espace, la station spatiale est là, juste vraiment à côté de moi, vraiment. Mais c'est une expérience anthropologique qui a des significations pour nous tous, car au-dessus de nous, quand on revient sur la question de la Station spatiale internationale, on sait que à ce niveau-là, on ne peut pas vivre du tout, même pas une demi-heure, sans atmosphère. La vie humaine, en fait, c'est magnifique. Ils vivent en dehors, dans l'espace, dans l'ISS, dans la station internationale, et ils reviennent ici et ils survivent parfaitement. C'est-à-dire que la vie n'est pas limitée uniquement par l'être humain. Vraiment, c'est toute la technologie, effectivement. Et ça, c'est une démonstration microscopique du fait que sans les conditions, le conditionnement de l'air, qui sont en fait des systèmes de respiration artificielle, aucune vie n'est possible à bord de ces stations spatiales. Et le fait de reproduire cette expérience à la surface de la Terre, quand on fait cela, on crée une conscience et on comprend que c'est une question de vie ou de mort que de préserver les conditions atmosphériques de la vie en général et de la vie humaine en particulier. Il faut préserver cette air, il faut que cette air reste aussi intacte que possible. Non, j'adore ce que vous avez écrit, ce livre, La terreur de l'air, et on parle vraiment comment la météorologie s'est développée, et justement, et ce sont les Allemands qui ont lancé ces gaz dans l'atmosphère, effectivement, et vous le décrivez clairement, que cette espèce de terreur, cette attaque de terreur, ce ne sont pas tellement des attaques des hommes, mais plus exactement les conditions dont ont besoin les hommes pour vivre. Et aujourd'hui, dans cette pandémie, et je le pense, effectivement, j'ai parlé de Washington, j'ai parlé de Washington quand on a parlé de George Floyd, quand il disait « je ne peux pas respirer, I cannot breathe ». Effectivement, nous n'avons pas tous les droits de respirer, effectivement. Et il y a une énorme... Une seconde. Un instant. Ils ont demandé à l'astronaute russe, ou au cosmonaute russe, Sergei Krikalev, qui est probablement la personne qui a passé le plus grand nombre de jours à bord de stations spatiales. Eh bien, une fois, cet homme a indiqué qu'il s'était presque tué dans les premiers jours de son séjour à bord de l'ISS, alors qu'il dormait. Et en fait, il était en fait dans une sorte de sarcophage de CO2, une aura invisible, un air qui l'aurait étouffé, car à bord de la station, il n'y a pas de convection, pas d'échange naturel d'air, pas de circulation d'air. Et c'est uniquement grâce à quelques ventilateurs à bord qu'il a finalement réussi à dormir normalement, car autrement, chaque soir, il aurait pris un risque énorme, le risque d'être étouffé par son propre air vicié qu'il allait respirer à nouveau. Donc, à bord des stations spatiales, il se passe parfois un certain nombre de choses qui peuvent être interprétées par rapport à la Terre. C'est la raison pour laquelle je suis toujours intéressé par ce qui se passe à bord des stations spatiales.
surtout s'agissant de cette jeune Allemande qui nous parlait chaque soir depuis cette station spatiale. Alex, est-ce que ça vous intéresserait de faire un voyage à bord d'une station spatiale? Or do you prefer the balloon? Vous préférez vos ballons? Oui, comme nous l'avons dit auparavant, effectivement, on a parlé de John Powell. Il y avait une architecture à 3 étapes pour parvenir à un espace moins conventionnel. Aujourd'hui, il appartient à la catégorie, effectivement, de 100 km, cet espace qui mesure 100 km. Oui, effectivement, je pense que nous avons un symposium une fois qui s'appelle « L'espace sans fusée ». C'est vraiment comment est-ce qu'on pourrait nettoyer. En fait, nous battons beaucoup. Nous avons présenté un projet avec Violeta Poulpe, la ministre européenne des Transports, à Ljubljana, il y a environ 2 ans de cela. Et vous savez, à chaque fois que nous lançons ces ballons, il y a beaucoup de négociations avec les compagnies d'assurance pour expliquer combien, disons, ce que signifie cet projet dans l'agenda, c'est-à-dire qu'effectivement, on a besoin d'une assurance de 2 millions d'euros au cas où il s'écrase quelque part. C'est que si on dit, bon, ben, demain, on démarre, demain, nous allons décoller pour ce type de vol et ça va représenter 50 € par jour. Et puis après, on dit, le jour suivant, on appelle, et demain aussi, nous allons décoller. Et le jour d'après encore, nous allons décoller. Nous sommes tellement dépendants, finalement, du soleil pour pouvoir décoller. Et un jour, la compagnie d'assurance a dit, je n'ai aucune agence spatiale ou de protection avec des fusées qui puisse payer pour décider quand est-ce que vous avez le temps de décoller. Et maintenant, aujourd'hui, on paye par 2 mois et cela permet de couvrir effectivement simplement le temps de ce vol. Et il y a beaucoup de luttes, de disputes pour savoir qui a le droit d'occuper certaines bandes, certaines parties de l'espace, disons. Donc, on parle à tous ces voyages autour de la Terre. Il y a beaucoup de corridors, de routes qui sont occupés. Et aujourd'hui, avec le développement des drones, ça devient de plus en plus difficile pour notre petite communauté de pouvoir décoloniser l'air ou pour libérer l'air de tout cela, de cette sorte de technique mortelle. Et ce qui m'intéresse ici, je suis très curieux, je pensais comment pourrions être responsables, qui est responsable en fait. Les Allemands libèrent les gaz, comme on l'a dit dans cette météorologie, mais aujourd'hui nous sommes exactement dans cette sorte de guerre en fait, dans cette particules qui sont émises dans l'air et en savant que 1,7 million de personnes meurent tous les ans. Si l'on combine la malaria, les cigarettes et je ne sais pas, et ce taux de mortalité en fait qui est tellement important, cette cause de mortalité qui est tellement... Donc vraiment, c'est l'une des principales causes de la mortalité, mais nous ne savons pas du tout vraiment comment l'interrompre, comment l'arrêter. Mais écoutez, à ce point-là, je suggère que nous écoutions quelques questions du public et puis puissions avoir un échange avec le public. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question? Moi, évidemment, j'ai toujours dans cette idée l'idée d'un énorme chapitre. Un nouveau chapitre, une ère qui ne brûlerait pas dans cette négociation que l'on pourrait avoir et peut-être même une collaboration intelligente et active avec la nature sans qu'il y ait de domination, être des élèves de l'air et également ce défi qui consiste à inventer un vaisseau spatial naturel. Y a-t-il des questions de la part du public? Et bien entendu, vous pouvez poser toutes les questions à Peter Sloterdijk, à Thomas Saraceno. Je vous en prie. Oui, bonjour, Eric de Rugy. Nous n'avons pas parlé beaucoup architecture. Dans quelle mesure est-ce que cette vision pourrait s'appliquer à un nouveau mode de vie dans ce type d'habitation, si on peut dire? La manière dont vous avez présenté l'approche de la nature, la collaboration avec la nature, comment est-ce que ça pourrait s'appliquer en architecture?
En général, on parle de contrôler l'atmosphère avec la lumière, l'acoustique. Quelle serait l'application de cette approche douce de la nature? Rudolfsky a écrit ce livre magnifique où il dit que l'architecture, sans les architectes, et il plonge dans toute cette architecture vernaculaire et dans la mesure où l'architecture, quand elle est intégrée dans une culture et avec sa pratique et au sein des communautés, il dit qu'elle peut adopter différentes formes. Vraiment, le travail d'architecture que font les promoteurs immobiliers peut être même pathétique, alors que là, cela signifie effectivement peut-être que l'architecture, telle que nous la connaissons, est appelée à disparaître. Et l'architecte deviendrait, ou l'architecture deviendrait ce que a décrit Rudolfsky. Comment pourrions-nous faire cette transition? Et ça serait très intéressant. Il y a différents exemples au Brésil qui sont magnifiques. Comment construire pour aider les favelas et pour ainsi avoir de l'emploi aussi. Mais l'architecture commence à jouer vraiment un autre rôle. Mais c'est trop long à expliquer. On pourrait continuer cet échange avec Peter pendant longtemps, effectivement. Si j'ai bien compris votre question, en ce qui concerne notre relation à la nature, j'ai fait un jour une proposition, il y a quelques années, introduire une distinction entre ce que j'ai appelé l'allotechnique et l'homéotechnique, en analogie avec la fameuse distinction entre allopathie et homéopathie dans les pharmacies. On pourrait également faire la même chose avec les approches technologiques. Certaines reposent sur certaines formes de violence. D'autres reposent plutôt sur une adhérence mimétique, la prolongation de techniques naturelles. Ce serait peut-être une nouvelle ère des technologies vertes. Cette deuxième voie comprendrait la technique homéologique, alors que le monde allotechnique devra être marginalisé, mis de côté le plus rapidement possible. Du fait des conséquences tout à fait visibles et destructrices de ces applications techniques modernes. Mais concernant la relation entre les humains et la nature, elle ne peut pas vraiment être fondée sur une symbiose, car les humains ne font pas vraiment partie de la nature, ils en sont séparés. Anthropologues et historiens parlent d'un certain hiatus. Il y a un hiatus, il y a un clivage, une cassure, une distance tout à fait visible. Et les êtres humains n'auraient pas l'apparence qu'ils ont s'ils étaient vraiment en symbiose avec la nature, car nous n'adoptons pas dans toutes les circonstances. Il n'y a pas une adaptation physique intégrale. Nous sommes des animaux distants. C'est la raison pour laquelle les humains sont beaux, dangereusement beaux. Encore une fois, nous sommes les premiers à être libérés dans la création. Nous sommes également les disciples de l'air. Nous sommes des êtres vivants qui sont naturellement exposés à la gâterie, aux gâteries. On aime
profiter des plaisirs, s'adonner aux choses. Et de ce fait, il nous est impossible de prêcher un retour à la nature avec laquelle nous vivrions en symbiose. Nous sommes des animaux de distance. Nous devons tenir compte du fait que nous sommes sortis du ventre de la nature, mais on peut quand même essayer d'imiter les nuages et d'emprunter vos ballons au lieu de voler de manière artificielle dans ces fameux avions diaboliques qui à bord de ces fusées. Peter, je crois que vous pourriez nous donner des exemples de différentes cultures où on ne voit pas la séparation entre la nature et les êtres humains en tant que tels. C'est-à-dire qu'avec la communauté avec laquelle nous avons travaillé dans le nord de l'Argentine, il y a réellement... Ils parlent avec les animaux, ils parlent avec les plantes. Disons que leurs maisons ne sont pas limitées aux familles. Ils ont une vision, pourrait-on dire, cosmogonique, que certaines cultures, peut-être qu'elles sont plus prédominantes dans certains lieux que ce que je pourrais le voir aussi. C'est-à-dire ils n'ont pas cette division comme l'Europe occidentale le voit. L'humanité a souffert énormément de ces conséquences et donc, par exemple, les plantes, les animaux en font partie. Mais cette culture, effectivement, ne fait pas cette séparation entre les êtres humains. N'oublions pas que simplement 20% de la composition biologique est différente de celle d'autres mammifères. Disons que c'est vraiment, on repose la question ici de ce que voient les êtres humains et peut-être on devrait réimaginer l'humanité. Et cela me préoccupe énormément que d'autres formes de connaissances de ce que pourraient être les êtres humains pourraient vraiment menacer. On le voit dans l'Amazonie, on le voit au Brésil, des maladies, des zoonoses, ce qu'ils produisent lorsque certaines cultures, leurs connaissances, ces types de vie sont déplacés. En fait, on voit ces risques qui se présentent. Oui, effectivement, moi j'adorerais finalement, penser qu'il y a d'autres relations également. Merci Thomas, merci Peter. Mes invités sont fatigués. Je crois que nous devons en venir à la conclusion, le dernier mot. Merci à tous les deux. Merci Thomas à la fin, non? Merci Peter Sloterdijk. Merci à nouveau à tous ces personnes qui ont participé à cet événement d'aujourd'hui. Et merci, cher public, vous êtes invités, bien entendu, à visiter l'exposition, qui est, si vous n'avez pas encore eu la possibilité de la voir, et de suivre, bien entendu, d'autres événements. Voilà, merci beaucoup.